Alors, ça y est, t'es rendu là. Tu veux t'acheter un tourne-disque. Ah oui, ça faisait déjà 2 fois que t'en parlais entre vidéos. Oui. Il était temps. Ça a été un petit peu long à le sortir parce qu'il y avait vraiment très large à couvrir, mais je suis arrivé à quelque chose. Alors, suivez le guide. Donc, s'acheter un tourne-disque en 2024, ça soulève une première grosse question qui a l'air bien niaiseuse comme ça quand on la pose. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que ceux de ma génération, quand on a commencé, si on voulait écouter la musique, passer le petit pick-up valise ou la radio, il fallait s'acheter ce qu'on appelle un système de son. C'est-à-dire minimalement un tourne-disque, un amplificateur, des haut-parleurs. Aujourd'hui, les possibilités sont beaucoup plus grandes. Vous pouvez brancher ça directement dans un ordinateur, vous pouvez envoyer ça dans un haut-parleur Bluetooth, vous pouvez brancher ça dans une barre de son. Donc, si on commence en éliminant tout simplement les valises type Crossley Cruiser et autres tout en un, comme on a vu dans la vidéo précédente, il nous reste le tourne-disque en lui-même, c'est-à-dire celui qui ne peut pas jouer sans être branché sur au moins un autre appareil. Le premier type, c'est celui qu'on vient tout juste d'avoir, c'est la façon traditionnelle, c'est qu'il n'y a aucune électronique sur le signal. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un préamplificateur phono intégré dans le tourne-disque, ainsi qu'un convertisseur numérique avec un branchement USB, ou encore un émetteur Bluetooth, parfois les trois. Alors ok, voyons ça dans l'ordre maintenant. Alors pourquoi un préamplificateur phono intégré? Pourquoi un préamplificateur phono tout court? Parce qu'il faut savoir que, de toute façon, dans tous les cas, avec n'importe quel tourne-disque, vous aurez besoin d'un préamplificateur phono. Mais vous avez trois possibilités. Soit il est intégré à la table tournante, soit il est indépendant, à part, ou soit il est dans votre électronique principale. Amplificateur intégré, receiver, peu importe. Et c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, les préamplificateurs phono feront l'objet d'une vidéo en soi prochainement. Stay tuned. Donc, si vous choisissez un tourne-disque avec un préamplificateur phono intégré, ça veut dire que vous pouvez le brancher dans une électronique qui n'a pas besoin d'avoir un étage phono. Vous n'en avez besoin que d'un. Si vous avez par exemple un récepteur ou un intégré qui a déjà une entrée phono, vous n'en avez pas besoin. Par contre, s'il y en a un dans le tourne-disque, ça vous permet de faire un branchement directement dans des haut-parleurs actifs, par exemple. C'est assez minimal. Vous avez un tourne-disque, des haut-parleurs, et ça se limite à ça. Maintenant, sachez que la très grande majorité des tourne-disques qui ont un préamplificateur phono intégré ont aussi un commutateur qui permet de le mettre en fonction ou hors fonction. C'est-à-dire que si vous avez déjà un amplificateur avec une entrée phono, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui du tourne-disque. Les préamplificateurs phono ont le plus souvent des signatures sonores assez différentes, donc c'est intéressant de pouvoir faire la comparaison. Dans tous les cas, si vous sortez le signal préamplifié de votre tourne-disque, ne le rentrez pas dans une entrée phono. À ce moment-là, vous cumulez deux préamplifications phono, ça va être dégueulasse, ça va complètement saturer. Ne faites pas ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'une connexion USB. Ça, c'est un transfert numérique du signal, donc en passant par un convertisseur. Très utile si vous voulez faire du transfert directement sur ordinateur pour de l'archivage, par exemple. Vous pouvez même aller plus loin. Si la platine a un émetteur Bluetooth, pour aller avec un haut-parleur Bluetooth, vous pouvez même vous passer des fils. Il y en a pour qui c'est important. Maintenant, bon, moi, le Bluetooth pour les tourne-disques, j'avoue, je suis pas vraiment un fan de ça. Parce que, comme on dit en anglais, beats the purpose. Le but étant d'écouter de l'analogique, de passer par une conversion numérique et un émetteur qui fait de la compression en plus. Je trouve ça un petit peu contre-productif. Maintenant, j'entends tout de suite les gens qui vont me dire « Oui, mais de toute façon, la plupart des enregistrements depuis maintenant au moins 30 ans, si c'est pas 40 ans, sont principalement faits dans le domaine numérique. » C'est vrai, mais il y a toute une différence entre un enregistrement fait dans le domaine numérique, mais bien fait, bien masterisé, et sur de l'équipement professionnel de qualité, avec une gravure qui est bien faite, et qu'au final, vous reconvertissez dans un appareil qui est généralement d'entrée de gamme. Plus la compression du Bluetooth, au final, il y a forcément de la perte. Cela dit, chacun fait comme il l'entend. Il y a énormément de choix, et celui-là en fait partie. Ensuite, on veut regarder quel type d'aiguille, de cartouche il y a sur le tourne-disque. Si on part du plus simple, et je prends comme exemple un tourne-disque très connu qui est l'Audio-Technica LP60 avec ses différentes versions. Il y en a USB, il y en a Bluetooth. Alors ça, c'est un tourne-disque qui vient avec un bras minimal, pas d'ajustement possible, avec une cartouche fixe sur laquelle vous pouvez remplacer l'aiguille, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Je vous dirais que c'est le minimum en termes de qualité si on veut commencer avec quelque chose d'un peu décent. Mais si vous êtes sérieux dans ce hobby-là, vous allez rapidement évoluer vers autre chose. Et autre chose, c'est les cartouches à montage demi-pouce. On l'a évoqué rapidement dans la vidéo sur la pose de cartouche. Ça, c'est le modèle de montage le plus répandu, qui se monte sur une coquille, un headshell, et qui permet tout un éventail de possibilités. Vous pouvez évoluer, vous pouvez changer de cartouche, vous pouvez même, dans le cas
vous avez une coquille détachable, avoir une collection de cartouches différentes que vous utilisez selon vos besoins. Ensuite, vous avez les systèmes de montage qu'on appelle P-Mount. C'est sorti au début des années 80. Et ça, c'était fait encore une fois pour simplifier le montage. On élimine le head shell, la coquille, et on en fiche la cellule directement dans le bras. Il y avait la possibilité d'avoir plusieurs modèles. Aujourd'hui, c'est un système qui est tombé en désuétude, mais vous pouvez encore en trouver chez certains fabricants comme Grado ou Audio-Technica. Le choix est beaucoup plus restreint qu'avant, mais si vous tombez sur un bon modèle, parce qu'il y a eu des très bons modèles de tourne-disque qui utilisaient ce système-là, et si en plus ça ne vous tente pas du tout de devoir faire les alignements et les ajustements d'un montage demi-pouce, à ce moment-là, ça peut être une option intéressante pour vous. Mais ça, vous trouverez seulement des modèles dans le vintage. Ensuite, justement, on vient d'en parler, il y a les différents types de headshell, de coquilles. En gros, c'est coquille détachable ou un bras monocoque avec une coquille fixe. Il y a des avantages dans les deux cas. L'avantage de la coquille détachable, évidemment, c'est de pouvoir faire un remplacement rapide. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que ça a été créé, pour avoir des cartouches prêtes si jamais il arrive un accident. C'était surtout pour le broadcast et les DJ. C'est encore très populaire aujourd'hui, surtout chez les Japonais. Je pense que les Japonais ne font à peu près que ça. Maintenant, vous avez aussi l'autre option, qui est un petit peu moins pratique pour le montage. On l'a vu ça aussi dans la vidéo sur l'installation des cartouches, mais qui a par contre l'avantage de l'intégrité physique. C'est-à-dire qu'une coquille détachable, c'est une jonction mécanique et une jonction électrique. Et une des qualités essentielles d'un bras de lecture, c'est d'être rigide. Donc, dans ce sens-là, les bras monocoques sont un avantage. Même chose pour la jonction électrique. On dit toujours, pour ce qui est du signal, que la meilleure jonction, c'est pas de jonction. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je suis un fan, personnellement, des bras monocoques. Et puis, après ça, vous avez le choix d'un bras en S ou d'un bras droit. Il y a différentes formes possibles. En fait, ça pourrait même être en forme de pretzel, on s'en fout. Tant que la géométrie du bras est correcte, ça va. Je ne m'étendrai même pas trop là-dessus. Rendu là, c'est vraiment une question de choix, de goût, voire même de goût esthétique. Je ne vois pas où est l'avantage réel de l'un sur l'autre, de toute façon. Ensuite vient le choix crucial du type d'entraînement, direct ou à courroie. Ça, il y a une vraie guerre de clochers à ce sujet-là qui dure depuis au moins 4 décennies. En fait, depuis pratiquement l'arrivée des tables tournantes à entraînement direct. Encore une fois, pour moi, c'est un faux débat. Il y a par contre un entraînement qui a des avantages si vous faites des choses spécifiques. Si vous êtes DJ, si vous faites du scratch, si vous faites du mixage, si vous faites des événements, un entraînement direct devient nécessaire. Par contre, si vous faites tout simplement de l'écoute à la maison, il n'y a absolument pas de nécessité pour avoir un entraînement direct. De la même façon, si vous n'êtes pas musicien à vous accorder sur l'instrumentiste qui est en train de jouer, ou si vous n'êtes pas en train de matcher des beats, un pitch control, c'est-à-dire le contrôle manuel de la vitesse, n'est pas une nécessité. Le pitch control sur un tourne-disque n'est pas là pour faire de la correction d'erreur de vitesse. Ce genre de correction-là se trouve sur le circuit de la table tournante, à l'interne la plupart du temps. Donc, si vous n'avez pas besoin de ça, un entraînement à courroie, sans pitch control, c'est tout à fait approprié. Oui, il faut changer la courroie sur un tourne-disque à courroie de temps en temps. C'est normal, les courroies s'usent, comme dans n'importe quoi qui fonctionne à courroie. Mais remplacer la courroie sur un tourne-disque est une opération extrêmement simple qui se fait en un tournement et qui est, je pense, à la portée de n'importe qui veut bien se donner la peine de le faire. Il n'y a pas de raison de se priver d'un tourne-disque à cause de ça, d'autant plus que les courroies sont souvent assez peu chères. Sauf si vous êtes dans des modèles haut de gamme où là, effectivement, les courroies peuvent être un peu plus dispendieuses. Généralement, vous allez trouver ça pour moins de 20$. Et vous ne les remplacez pas à tous les 6 mois, même pas à tous les 3 ans comme une aiguille. Ça peut durer 10 ans et plus. Je veux dire, la plupart des tourne-disques haut de gamme sont à courroie de toute façon. Prochain point, c'est l'automatisme. Est-ce qu'on veut un tourne-disque automatique, semi-automatique ou manuel? Un tourne-disque automatique, c'est simplement que vous appuyez sur un bouton, l'aiguille va se poser sur le disque et en fin de lecture, le bras se soulève et revient sur son reposoir. Ça peut être très pratique. Par exemple, vous avez des enfants qui ne sont pas encore habitués à la manipulation des disques. Ça peut être plus prudent si vous avez une cartouche moindrement de qualité d'utiliser un système automatique. Même chose si vous avez des problèmes de vision ou de stabilité de mouvement avec votre main, peut-être qu'un système automatique, c'est approprié. Ensuite de ça, vous avez les systèmes semi-automatiques. Ça, c'est simplement un mécanisme qui ramène le bras en fin de lecture et qui le ramène à sa position de repos ou qui fait simplement le soulever et arrêter le plateau. C'est pratique si vous êtes du genre à mettre un disque et à vaquer à d'autres occupations, ou même si vous êtes tout simplement du genre distrait, ou que vous quittez la maison, ou partez faire autre chose, vous oubliez le disque qui tourne, vous vous réveillez le lendemain ou vous revenez du week-end et le disque a tourné tout le week-end, et là vous avez un serrement au cœur, c'est la panique, ça peut éviter ça. Mais, cela dit, je tiens à vous rassurer, un disque qui a tourné tout le week-end, c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas de signal dans le sillon de sortie. Si vous entendez rien, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Votre aiguille ne va pas vraiment souffrir.
À moins que vous tombiez sur un disque qui a été mal pressé et qu'il y a de la cochonnerie dans le sillon de sortie, auquel cas vous allez entendre un bruit dégueulasse. Si vous êtes pas loin du tourne-disque, vous allez réagir vite et venir l'enlever tout de suite. Mais de toute façon, bon, au pire, vous allez enlever quoi? À 48 heures de vie, il y a une aiguille qui est faite pour endurer 800, 1000, voire même plus que ça. Je veux dire, il n'y a rien qui va briser. Parlant de briser, par contre, ces mécanismes-là sont des choses assez brutes qui développent souvent des problèmes de fonctionnement avec le temps. Et trouver quelqu'un dans un atelier aujourd'hui qui sait bien s'occuper d'un mécanisme, c'est pas évident toujours. Moi, par exemple, à l'atelier, ça m'arrive de refuser de m'occuper de tourne-disques avec des mécaniques complexes, parce que je sais que j'en viendrai pas à bout. Et donc, il nous reste des tourne-disques entièrement manuels. Vous prenez vous-même le bras pour déposer l'aiguille sur le disque et vous le reprenez en fin de lecture pour le remettre sur son reposoir. Ce sont des tables où, en général, on a mis plus l'accent sur la qualité d'usinage, la qualité des matériaux, parce que si on va plus du côté audiophile, un autre argument contre les tables à mécanisme, c'est que c'est potentiellement des sources de résonance. Et dans un tourne-disque, tout est une question de contrôle, de gestion des résonances. Et c'est pour ça qu'on trouve très rarement des tourne-disques automatiques dans le haut de gamme et le très haut de gamme. Et finalement, il reste la dernière question, est-ce qu'on achète du neuf ou de l'usager? Le neuf a évidemment des gros avantages, à savoir que c'est neuf, donc c'est garanti, c'est en parfaite condition, on a la paix pendant au moins les premières années, normalement, mais par contre, acheter un tourne-disque neuf de qualité aujourd'hui en bas de 500$, je trouve ça plate de le dire, mais c'est presque illusoire. Dans les années 70, début des années 80, on pouvait acheter un tourne-disque de qualité pour 150$ ou 200$. Aujourd'hui, ça, en dollars constants, ça fait presque 1000$. Donc, espérer avoir la même qualité qu'on avait il y a 45-50 ans avec la même somme aujourd'hui, la seule façon d'y arriver, c'est de viser l'usager, le vintage. Par contre, le vintage a des avantages, c'est que les appareils sont vieux. Ça demande des vérifications par des techniciens compétents. Il y a souvent des réparations à faire, de l'entretien. Par contre, il y a quelques modèles qui sont très robustes. Technic, c'est probablement la compagnie qui a sorti le plus de modèles de tourne-disques et qui a la plus grande réputation. Tous leurs modèles ne sont pas parfaits, mais c'est en général une marque de référence quand on cherche à acheter de l'usager. Mais il y a plein d'autres modèles. Chez Pioneer, chez Akai, chez Sansui, même chez Hitachi, vous pouvez trouver des tourne-disques usagés japonais des années 70 en bonne condition. Mon conseil à cet égard-là, ça serait d'aller dans une boutique qui se spécialise dans le vintage et qui peut au moins vous offrir une garantie. Dans l'usager, habituellement, une garantie, c'est pas plus que 3 mois. Même chose sur eBay. Si vous achetez quelque chose sur eBay, si je ne fais pas erreur, vous avez 1 mois de garantie. Si vous avez un problème avec un tourne-disque que vous achetez sur eBay ou n'importe quel autre appareil d'ailleurs, ne rentrez pas dans le cycle de vous arranger avec le vendeur puis d'aller faire réparer parce que le temps que ça va prendre chez un réparateur risque fort de vous faire dépasser votre délai de garantie. Donc faites attention à ça. Un autre conseil pour les tourne-disques usagés, si vous le prenez chez un particulier ou sur Marketplace par exemple, méfiez-vous de ce qu'on vous dit par rapport à l'état de l'aiguille. Ayez à l'esprit que vous devrez fort probablement remplacer l'aiguille, au moins, sinon toute la cartouche si vous ne trouvez plus d'aiguille compatible. Prévoyez ça dans votre budget. Et une dernière chose aussi, autant que possible, évitez les modèles tangentiels. Pour la même raison que pour les modèles automatiques, c'est-à-dire que c'est des mécanismes complexes qui sont souvent défaillants et qui ne seront pas du tout évidents à faire réparer. Une dernière question, enfin, par rapport au tourne-disque vintage, qui n'inclut forcément pas de préamplification phono, ni d'USB, ni de Bluetooth. Vous pouvez très bien vous trouver un préamplificateur phono qui inclut et l'USB et le Bluetooth si vous en avez besoin pour des sommes assez modestes. Et ça sera souvent mieux par rapport au tourne-disque lui-même que ceux d'aujourd'hui qui incluent tout ça. Une dernière chose avant de conclure, la vidéo d'aujourd'hui avait pour but de vous aider à faire un choix pour un tourne-disque d'entrée de gamme, disons en bas de 500$ en gros. On n'est pas encore à l'étape de faire des choix basés sur des subtilités sonores. Simplement, il s'agit de trouver un tourne-disque qui fait ce que vous avez besoin qu'il fasse. Alors voilà, on a fait un tour d'horizon assez complet, je crois, mais je suis assez convaincu aussi que vous allez avoir plein de questions. N'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Et puis, si vous avez aimé ça, comme on dit, un petit pouce en l'air, un petit abonnement, ça va m'aider. Et je vous dis au revoir à la prochaine. Et la prochaine va être rapide. On va voir plus en détail les points à surveiller pour un tourne-disque usagé. Ouais, ça aussi tu l'avais déjà dit. Oui, je sais.